Salut à tous et bienvenue du coup pour cette petite émission spéciale du coup sur le match de Lille contre Monaco et plus particulièrement sur les pronos SM. Petit live Twitch que j'avais déjà fait la semaine dernière pour le match contre Nîmes et là du coup que je reproduis aussi pour celui-ci même si je suis un peu en retard parce que j'avais prévu plutôt de le faire hier et du coup je le fais que maintenant un peu à la limite surtout de la fin des votes parce que du coup à midi ce sera fermé. Voilà, donc du coup, l'occasion aussi de revenir un peu sur ce que j'avais fait sur la vidéo d'avant, et ce que j'avais pu annoncer pour faire un peu le bilan de mes pronostics. Donc voilà, donc j'avais annoncé la victoire de Monaco, comme environ tout le monde, je crois que 99% des personnes avaient vu la victoire, c'était assez facile de la pronostiquer et de prendre les 4 points. Ensuite, concernant le score, j'avais annoncé deux choses, c'est que d'une, que Nîmes était une bonne défense à l'extérieur, avec seulement 3 buts, 4 buts pris et une très mauvaise attaque avec seulement 3 buts marqués. Donc l'un des deux c'est avéré être exact, ils n'ont pas marqué de but et donc le point était facile à prendre. Après concernant le score, j'avais hésité entre 2 et 3 buts pour Monaco et donc mis seulement 2 à cause justement de cette défense. Et là du coup j'ai eu un peu tort, il y a eu 3 buts pour Monaco, ce qui était ce que la majorité des gens avaient mis. Donc du coup là j'ai perdu un peu bêtement un point. Mais bon, j'ai longtemps espéré qu'il y ait le quatrième. J'avoue que je l'espérais pour essayer de regratter des points un peu sur d'autres joueurs. Il n'est pas arrivé malheureusement. Voilà. Après concernant le 11 de départ, bon j'avais mis le même 11 que la majorité des personnes, celui qu'on attendait tous. Et j'avais pourtant annoncé que on pourrait avoir une petite surprise avec Fabregas. Mais de là à le mettre titulaire, j'avais dit que c'était vraiment très risqué. Et de toute façon, j'avais dit que c'était à la place de Fofana. Donc du coup, pas de regret. De toute façon, parce que j'aurais eu quand même 10 points même si j'avais fait ce choix-là. Donc voilà. Ben Yedder était pas titulaire. Et du coup, à mon grand dame, parce que du coup, ça jouait aussi sur deux autres questions sur lesquelles je misais beaucoup sur lui. La question du match, du coup, sur les pourcentages de possession de Monaco, là, on s'y attendait tous que Monaco ait la possession. J'avais dit qu'à domicile, en plus, Monaco était à très serein et montait assez haut dans les pourcentages. J'avais plutôt annoncé dans les 58-59% de possession. Du coup, la Monaco est à 67%, ce qui était vraiment très très haut. Nîmes a vraiment laissé jouer. Donc le point est aussi facile à prendre. Concernant la question sur le joueur, est-ce que Ben Yedder allait mettre plus de buts que Nîmes? J'avais dit que Nîmes allait avoir du mal à nous mettre des buts et que, en toute logique, Ben Yedder devait nous en mettre. Il est rentré en jeu. C'était encore possible qu'il puisse mettre un but. Il a eu l'occasion de le mettre et ça n'a pas été le cas. Donc malheureusement, là, on perd un point un peu bêtement tous, que beaucoup l'avaient mis aussi. Et le monégasque du match, bon là par contre c'était dès le début du match, on savait que ça allait être très compliqué. C'est arrivé hein, que des remplaçants soient hommes du match, mais c'est vraiment dans des cas de circonstances très particulières où on perd le match ou qu'il y a un match nul et que ce joueur permet de renverser complètement le score. Là c'était pas du tout le cas parce qu'on tenait déjà le score quand Ben Yedder est rentré. Donc du coup, c'était un point de perdu aussi. Voilà. Et du coup, si on revient maintenant sur ce fameux match contre Lille et quels sont mes pronostics, la première des choses étant du coup quel, euh, quel résultat donner pour ce match. Assez compliqué parce que pour moi les trois sont possibles. On peut très bien perdre ce match comme le gagner. On est sur une très bonne série avec 4 victoires consécutives. Maintenant, vous le savez, je fais un peu partie de la team pessimiste. Je vois toujours la fin d'une série. 4 matchs, c'est déjà beaucoup. On va jouer chez une très grosse équipe qui est en plus invaincue à domicile. Mais on a une très bonne dynamique. On est sur un terrain qu'on aime bien parce qu'on fait quand même de très bons résultats à Lille depuis pas mal de temps. Et du coup, personnellement, moi, je vais viser entre les deux et mettre du coup le match nul. Je vais viser le 2-2 sur ce match. Je pense qu'on peut arriver à tenir Lille sur son propre terrain et aller au moins chercher un point, c'est ce qui serait bien. Et si on arrive à chercher la victoire, j'en serais d'autant plus heureux, même d'avoir perdu 4 points sur les pronos. Bien que je pense que Lille aussi est capable de nous faire mal et de nous prendre le match. J'espère qu'on pourra profiter du fait qu'ils aient joué en Europe cette semaine et qu'ils soient un peu fatigués. Ensuite, concernant le score, Lille, ça reste là aussi une des meilleures défenses du championnat. Je crois que c'est même la meilleure défense à domicile, avec seulement 2 buts encaissés en 6 matchs. Maintenant, Nîmes aussi était une des meilleures défenses à l'extérieur, ils en ont pris 3. Le PSG était une des meilleures défenses du championnat, ils en ont pris 3. Je me dis que finalement, c'est pas le genre de stat qui arrête l'AS Monaco en ce moment, et qu'offensivement, on est très très fort et qu'on est capable de faire mal à peu à n'importe quelle défense. Donc c'est pour ça que je vais rester sur le 2 buts de Monaco. Et concernant les deux buts lillois, c'est là aussi, comme j'ai dit la semaine dernière, moi la défense et le gardien me rassurent pas du tout.
Et on a toujours ces petits trous d'air par moment, on donne des ballons, on se fait prendre. Et je pense que Lille est vraiment capable de mettre de buts, sauf qu'ils ont vraiment une très belle attaque, même s'ils ont quelques absences, ça reste quand même, ils ont toujours leur attaquant turc et Jonathan devant. Donc pour moi, je vais viser sur le 2-2. Ensuite, concernant le 11 départ, bon là je vais pas faire comme la semaine dernière à vous les révéler un par un parce que c'est assez simple de savoir que je vais mettre exactement la même composition que la semaine dernière et que plus de 80% des joueurs ont mis aussi sur ce match-là. On s'y attend tous à cette composition d'équipe. Maintenant, on cherche tous à savoir où est-ce que va être la surprise, qu'est-ce que Kovac va nous mijoter pour pas qu'on ait nos 11 points. Euh, Deux éléments pour moi. Le premier, ça peut être potentiellement une défense à 3 avec Matsima qui vient en défense centrale pour avoir peut-être un bloc plus défensif, plus bas et jouer plus sur la contre-attaque. Mais personnellement, j'y crois pas trop. Je pense vraiment qu'il va essayer de chercher à rester dans ces tactiques qui marchent bien depuis plusieurs matchs. Et il n'y aurait pas de raison de le changer. Et le deuxième point où je peux voir un changement, c'est peut-être bizarrement sur Enrique. Même si j'adore ce joueur et que je trouve qu'il est très très bon, peut-être que Kovac ne va pas vouloir avoir deux latéraux très offensifs sur ce match-là et vouloir contrebalancer avec Ballo Touré qui est un tantinet moins offensif. Euh, Peut-être. On a vu que Ballo-Touré avait quand même un peu ses faveurs, qu'il l'utilisait quand même beaucoup pour un joueur qu'on trouve tous qui est très, très loin du niveau d'Enrique. Donc peut-être qu'on pourrait avoir cette surprise. Moi, c'est clairement pas ce que je souhaite et c'est pas en tout cas ce que je pronostique, hein. Je vois vraiment les 11 meilleurs joueurs possibles sur le terrain. Voilà. Après, Serge Fabregas, il n'a pas été très convaincant sur le match de Nîmes. Et de toute façon, il faut remettre Ben Yedder dans le 11. Donc forcément, je pense qu'on va retrouver Ben Yedder titulaire. Voilà. Bon, après, moi, je suis parti plus sur un 4-2-3-1 plutôt qu'un 4-4-2. Après, bon, c'est juste une histoire de position. Je nous vois plus dans ce format-là qu'on est sur les matchs à l'extérieur avec un volant un peu plus bas pour venir avoir un rôle un peu plus défensif et plus jouer après sur la contre-attaque. Concernant les questions sur le match, donc est-ce que Monaco va ouvrir le score? Et ben là, moi personnellement, du coup, j'ai choisi de répondre par un non. Je pense que c'est plutôt Lille qui va ouvrir le score, puisque c'est plus ce qui se passe dans les matchs de Monaco. On a tendance à faire des très bons débuts de match, à avoir 10 minutes, un quart d'heure très très bon. Par contre, on tombe tout de suite après, et c'est souvent là qu'on donne des ballons à l'adversaire, qu'on se relâche, je sais pas, physiquement, peut-être mentalement, et qu'on lâche des occasions, qu'on des fois on fait même la passe à l'adversaire pour qu'il nous mette ce but. Et je trouve qu'on est plus une équipe à réaction qui va aller chercher le score. C'est souvent qu'on est obligé de faire des ajustements tactiques ou de remplacement de joueurs à la mi-temps pour pouvoir reprendre le dessus sur le match et aller rechercher le score. Donc, à choisir, en plus c'est Lille qui joue à domicile, ça paraît peut-être plus logique que ce soit eux qui ouvrent le score. Donc statistiquement, je trouve que le nom est plus simple à pronostiquer, donc c'est pour ça que c'est plus mon choix. Bon, en plus, on a l'opportunité, s'il y a un 0-0, d'avoir aussi un nom. Bon, je n'y crois pas du tout qu'il y ait un 0-0 au fil des deux équipes, mais bon, ça fait un petit peu plus. Voilà. Et ensuite, la question pour les joueurs, est-ce que Aguilar ou Henrique, nos deux super latéraux offensifs, vont être décisifs? Alors là, j'avoue que j'ai fait oui, non. J'ai souvent modifié ma réponse et du coup, au final, sur le vote que j'ai fait, du coup, j'ai choisi de mettre le non. Parce que quand on regarde les statistiques, Aguilar a été décisif que 3 fois depuis le début de la saison. C'est pas mal hein, pour un latéral, mais on est loin non plus d'un latéral qui est omniprésent et qui fait beaucoup de passes décisives. Enrique 0, bon, même si on peut en aller accorder une, puisque normalement il fait une très belle passe à Ben Yedder qui met un but qui est refusé pour offrir un penalty derrière, mais il n'a pas encore été décisif, donc statistiquement c'est assez faible le rapport pour l'instant sur ce match. Et sur ce match-là, je vois plus des contre-attaques qui pourraient être lancées du coup plus par l'axe que forcément sur les côtés, ou si on est sur les côtés, plus par un relais du coup avec les Diop ou Gelson. Donc voilà, je trouve que c'est non, mais voilà, à peu de choses près. Franchement, comme j'ai dit, j'ai souvent mis oui, donc les deux sont possibles. De toute façon, on voit les résultats, c'est assez proche du 50-50 entre les joueurs. Et la dernière petite question, du coup, bah, qui sera le monégasque du match? Bah là, pour le coup, je vais appuyer encore une fois sur Ben Yedder, parce que du coup, ça me paraît depuis un moment qu'il n'a pas été en tout cas homme du match et surtout qu'il n'a pas marqué dans le jeu. Fait beaucoup de matchs avec l'AS Monaco parce que ses 3 derniers buts sont sur penalty. Même en équipe de France, il n'a pas été buteur. Donc ça fait pas mal de matchs où il n'a pas mis le ballon au fond des filets sur une action de jeu. Et je pense qu'il aura cette volonté et que si un de nos joueurs doit aller mettre un but, potentiellement ce sera plus lui sur ce genre de match.
même si Voland est vraiment très en forme en ce moment. Voilà, donc je vais miser plus sur Ben Yedder, sachant que pour ce match en tout cas, c'est très très réparti, hein. Bon, forcément, il est en tête des votes, mais on est loin de la semaine dernière où il était quasiment à 50%. Là, il est plus vers les 30 de mémoire. Euh, Moi, ça me semble être le joueur, de toute façon, du moment qu'il va mettre un but à une meilleure note que la plupart des joueurs. Comme on le sait, les notes des attaquants sont beaucoup plus faciles à mettre. Après, sur ce match-là, je pense que c'est vraiment très très libre. N'importe quel joueur peut vraiment briller. Ça peut venir de la défense qui va nous faire un bon match. Même Manonnet, si on sort avec aucun but, peut arriver à être étrangement mené du match. Ça arrive souvent, hein, sur les gardiens, sur ce genre de match. Même si avec ce gardien-là, j'y crois pas trop. Donc voilà, pour moi, c'est mon chat. Et en tout cas, ben voilà mes pronostics en espérant essayer d'avoir des points. Bah, après, même si de toute façon, si Monaco venait à gagner, ça me ferait très plaisir, même si je perds mes 4 points sur ce pronostic-là. Voilà. Et ben, en tout cas, si vous avez des petites questions dans le chat sur ce match, sur Monaco ou n'importe quoi, je me ferai un plaisir de vous répondre en direct en tout cas. Pour revenir, ouais, à la question du coup sur l'avantage du 3-5-2 qui est de pas laisser nos défenseurs en 1 contre 1 contre les attaquants. Oui, c'est que Lille a une très très bonne attaque, et qu'on pourrait vouloir vraiment les bloquer pour se projeter et les prendre en contre-attaque. Donc c'est pour ça que potentiellement on pourrait voir un 3-5-2 et vraiment bien renforcer notre ligne défensive. Selon qu'on a vu que quand on joue à 3, qu'on joue à 3 derrière, les 3 s'entendent bien. On n'a pas eu de problème d'alignement ou de décalage. Les 3 s'entendent bien, donc ça peut être potentiellement possible qu'il nous sorte une surprise du chapeau. C'est vrai que Kovac nous le fait quasiment toutes les semaines. C'est très rare qu'on ait nos 11 joueurs qu'on s'attendait à voir, quoi. Que penser de l'horaire? Alors moi je l'avais déjà dit de base, le 13h, je trouve ça incompréhensible. Je comprends pas qu'on fasse des matchs, que ce soit pour les personnes qui le regardent à la télé 13h un dimanche. La plupart du temps on va manger, quoi. Donc moi je vais regarder le match pour après faire l'émission sûrement avec Radio Diagonale. Bah du coup ça décale parce que bah, on est censé manger normalement à cette heure-ci avec ma compagne, donc du coup c'est très chiant. Et après pour ceux qui vont au stade c'est pareil, quoi. Ça bouffe beaucoup de choses, ça fait partir très tôt, ça te pose la question de savoir quand est-ce que tu manges aussi. Moi, je suis vraiment pas favorable à cette heure-là. Je pense qu'en plein été, en plus, avec la chaleur, ça doit être très compliqué aussi à jouer pour les joueurs. Donc non, non, c'est bien de décaler les matchs, en avoir à plusieurs heures, de pouvoir suivre plusieurs matchs de Ligue 1, mais là, le 13h, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Est-ce que je crois que Lille va faire tourner un peu l'effectif parce qu'ils ont joué le match de jeudi? J'ai pas regardé leur calendrier pour savoir ce qu'ils jouaient après, mais je pense que pour eux c'est un gros match. C'est contre un concurrent direct qui leur passe devant s'ils viennent à perdre ce match. Donc je pense qu'ils vont le prendre très très au sérieux et pas s'amuser à faire tourner, quitte à faire tourner peut-être plus sur le match prochain. Je pense qu'on aura vraiment le meilleur 11 possible en face de nous pour pouvoir bah, essayer de prendre les 3 points contre nous pour nous repousser et assurer leur deuxième place de mémoire pour reprendre la place à Marseille. En tout cas, ce serait vraiment le bon moment, nous, d'aller chercher une victoire, parce que c'est contre un concurrent direct, ça nous permettrait de leur, du coup, leur mettre 3 points d'avance, parce que d'abord, on a égalité de points avec eux. Ça nous permettrait de pas être trop décoché de Marseille, qui va encore aller chercher une victoire à l'extérieur. Bon, après, c'était contre Team, c'était pas très compliqué. Sachant que Lyon va jouer cet après-midi, le PSG a aussi gagné, donc voilà, ce serait pas trop le moment d'avoir un petit coup d'arrêt. Sachant qu'en plus, on va aller jouer contre Marseille le week-end prochain. Donc si on prend déjà 3 points de retard sur eux, qu'on joue contre eux et qu'on n'arrive pas à aller chercher un résultat, on va vite se faire décrocher par eux. Donc ce serait un peu dommage dans le but d'aller chercher, peut-être pas forcément le titre, mais au moins la Ligue des Champions. Lille n'a jamais gagné après un match en Europe cette saison. Oui, bah, c'est toujours compliqué, hein. De toute façon, ils ont un bon effectif quand même, mais bon, ils ont pas mal d'absents pour gérer un peu ce match. C'est toujours compliqué d'enchaîner les deux matchs. Même nous, on l'a vu à Monaco, hein, on laisse toujours des points, soit sur le match d'Europe, soit sur le match championnat. C'est très dur d'avoir deux bons résultats. Sachant, comme j'ai dit, en plus, Monaco fait toujours de très bons résultats à Lille. Quand on est sur une bonne série, je crois, de 4 matchs où on n'a pas perdu là-bas, on allait chercher une victoire ou même des matchs nuls.
Donc c'est plutôt un terrain qui nous réussit bien. Après moi c'est ce genre de truc j'y porte pas trop d'intérêt parce que c'est pas les mêmes effectifs, pas les mêmes équipes, pas les mêmes situations, donc c'est pas parce qu'on gagne souvent là-bas que ça veut dire que ça va encore se reproduire. Mais en tout cas, oui, clairement, ils vont avoir la majorité des mêmes joueurs qui vont jouer, ils vont être fatigués, et sur les fins de match là où nous on est plutôt fort, on pourrait leur faire mal et aller revenir au score à ce moment-là ou aller chercher la victoire, c'est fort possible en tout cas. La bourde de Badiachil, oui, bah ça, de toute façon, il n'y a pas que Badiachil, hein, Dissassi aussi nous en fait quelques-unes de temps en temps, donc c'est ce que je dis, pourquoi je vois Lille nous mettre des buts, que je fais pas un 1 sur le match nul, c'est parce que même si notre défense par moment est vraiment très très solide et très très forte, il y a toujours un moment donné où ils se relâchent, peut-être un manque de tension, je ne sais pas, mais il y a toujours un moment où ils vont nous lâcher des bourdes, faire une passe à l'adversaire, faire un mauvais contrôle, ou faire une sortie et rater le ballon, faire une mauvaise lecture de trajectoire et offrir des buts à l'adversaire. Et sachant qu'on peut aussi mettre dans le cas Manonnet, quoi, qui est pas non plus un très grand gardien, qui nous a fait un peu des frayeurs par moment. Donc oui, oui, ça viendra pas forcément que du talent des joueurs lillois, ça peut aussi venir de notre défense qui par moment a des trous d'air, comme je viens de le dire, quoi. Tu trouves que c'est le bon moment pour enchaîner Lille et Monaco après, à voir si c'est compliqué. Je sais pas, tu veux dire que c'est le bon moment d'enchaîner pour nous qu'on joue Lille? Oui, je pense que c'est le bon moment. C'était pas le moment d'enchaîner encore contre des petites équipes. Là, c'est le moment vraiment de se tester contre les gros. On a pris le plein de confiance. On va aller maintenant jouer les concurrents directs. C'est une très bonne chose. Comme ça, on arrive vraiment avec en étant un peu sûr de nous, en ayant un dispositif tactique et même un effectif qui est rodé, puisque du coup on joue avec le même 11 depuis quelques temps là. Donc ouais, c'est vraiment le moment d'aller les chercher et d'aller essayer de prendre un résultat, parce que je pense qu'eux aussi vont un peu avoir peur de nous, si on peut le dire, parce que du coup ils voient qu'on tourne très très bien, qu'on est même allé chercher des points contre le PSG. Donc oui, clairement c'est le bon moment pour nous d'aller les prendre. Oui, oui, bien sûr, ouais, je voyais bien qu'il voulait parler de Lille et Marseille, parce que je disais, c'est vraiment le bon moment d'aller faire ces deux gros matchs-là. Après, l'un après l'autre, c'est un peu dommage, quoi, surtout les deux à l'extérieur, ça fait vraiment deux gros déplacements à faire tout de suite. Mais bon, on le savait que la fin des matchs allés était un peu compliquée pour nous, on avait un peu tous les gros à jouer en même temps. Si je préfère Manone ou Majeki, bah en fait on les a très peu vus tous les deux. Majeki on l'a vu sur un match et il nous fait une belle bourde contre Nantes. Manone aussi nous a fait une belle bourde dès son premier match. Après, sur les deux autres matchs, il est plutôt rassurant. Il a fait les sorties. Il semblait assez serein et assez bien communiqué avec sa défense. Bon, clairement, c'est pas un gardien avec qui je partirais toute la saison. Mais à choisir entre les deux, pour l'instant, bon, bah, ce que l'Italien nous a fait voir, ça paraît être un petit peu mieux que ce qu'a fait Majeki. Donc, non, pour l'instant, je comprends tout à fait le choix de garder Manone, avoir un gardien d'expérience dans les cages. Même si j'aimerais vraiment que le compte revienne rapidement et surtout qu'il revienne qu'à bon niveau parce que ça reste quand même une blessure à la main de mémoire. C'est toujours un peu dangereux, je trouve, pour un gardien, quoi. Quand je regarde le compte, à pas mal de Boulal et son actif. Oui, oui, bah, de toute façon, avec Rad Diagonal, on l'a souvent critiqué. Il n'y a pas que des fervents supporters de lui dans notre équipe. Euh, c'est un gardien qui, par moment, nous fait voir de très belles choses. Et puis, par moment, fait des boulettes, fait une plantation. Pour moi, franchement, je trouve que même Subasic, dans son prime time, était bien meilleur que Lecomte pour l'instant, quoi. Donc, j'espère que il va arriver petit à petit à lever son niveau. Maintenant, il n'est pas tout jeune non plus, quoi. On n'a pas pris non plus un jeune gardien, on a pris un gardien d'expérience qui était censé être arrivé à maturité. Il a fait voir de très belles choses avec Montpellier. Maintenant, avec Monaco, c'est un peu plus compliqué, quoi. Il nous fait de très bons matchs, d'autres moins bons. Il faudrait qu'il apprenne un peu à stabiliser tout ça et nous sortir de bonnes prestations. S'il veut un jour rejoindre le groupe équipe de France, sans parler d'être titulaire, bien sûr, quoi, mais s'il veut espérer, ne serait-ce que, par exemple, aller à l'Euro, là, il faut vraiment qu'il fasse voir autre chose. Mais bon, ça me semble déjà très compliqué pour lui, parce que du coup, sa blessure va déjà bien le pénaliser. Même s'il revient très très fort, ça va être très dur. Et puis, c'est en Coupe d'Europe, je pense pas que Didier Deschamps le sélectionne. Mais si un jour il veut aller voir être en équipe de France, il faut vraiment qu'il élève son niveau de jeu et qu'il arrête surtout de faire ses bourdes comme ça, quoi. Quel est le premier entrant? Bah, des chances que ce soit Fabregas, quoi. C'est souvent lui
qui rentre, soit après ça va dépendre des circonstances du match, quoi. Soit on va vouloir aller chercher le score et du coup ça va être plus un joueur offensif qui va rentrer. Sinon sur les joueurs qui restent, j'ai plus en tête tout le groupe, mais après c'est beaucoup des jeunes qui restent. Sont du moment qu'on n'a pas les gros titulaires comme Golovin, Sidibé, qui sont des joueurs qui peuvent potentiellement prétendre au 11 et qui peuvent donc rentrer facilement. Ça reste Fabregas derrière. Ou après un Jovetic si devant la doublette fonctionne pas très bien et qu'on souhaite faire rentrer Jovetic. Et que l'année prochaine, on doit prendre un autre gardien d'un autre niveau si on joue l'Europe. Ça paraît compliqué. Donc, de garder le compte et d'avoir un autre gardien meilleur que lui, je pense que ça passerait par une vente de le compte et racheter un autre gardien, parce que je vois mal accepter d'être doublure. Après, oui, si on veut prétendre à un autre niveau, et il nous faut un gardien, mais qui soit meilleur que ça, c'est sûr. Après, moi j'attends de voir au moins toute cette saison et faire le bilan à la fin de la saison, voir si vraiment il a le niveau pour prétendre à jouer à un niveau de Coupe d'Europe ou si vraiment il faut commencer à penser à voir autre chose. Après, on a investi hein, sur des jeunes gardiens ces dernières années. Est-ce qu'il y en a un qui va fonctionner? Majeki, bon, il reste très jeune, donc voir aussi comment il évolue et s'il peut faire l'affaire plus tard, quoi. Bon, Badiachil, c'est pas la peine pour en avoir un peu parlé, même avec lui directement. Il m'a dit que là, c'est fini, hein, il a son prêt et après, il va rester là-bas après. Il reviendra pas parce que c'est sa dernière année de contrat. Donc c'est plus trop sur lui qu'il faut compter. Le Touré milieu gauche, oui, c'est vrai qu'il a fait l'autre match en milieu gauche. Bon après ça je pense que c'est pour le faire entrer, pour lui donner du temps de jeu, et parce qu'on souhaitait pas sortir Enrique, mais c'est pas donc du tout son rôle quoi. C'est plus une circonstance de match où on a voulu le faire entrer et qu'on l'a mis à cette position-là, parce que le score était largement acquis et que voilà, quoi. Trouver en troisième division anglaise, ça va être compliqué maintenant avec le nouveau règlement. Vu qu'il n'est pas international, du coup, ça va être très compliqué de le faire partir en Angleterre pour qu'il ait un permis de travail. Si j'ai bien tout suivi les nouvelles propositions de loi qu'il y avait de leur côté, quoi. Voilà, bon, moi je vais vous laisser sur ce, parce que du coup il faut que je publie encore la vidéo et tout, et que je fasse surtout la relance pour les pronos ASM de tous ceux qui n'ont pas encore répondu pour qu'ils y pensent, que du coup il leur reste un peu moins d'une heure pour le faire, et du coup il faut que je m'en occupe. Bon, en tout cas, c'est super sympa d'avoir été aussi nombreux, de m'avoir posé autant de questions, et du coup bah, je vous donne rendez-vous pour le prochain match et pour les prochains pronos ASM, et puis surtout bah, bon match à tous, hein, et puis en espérant une bonne surprise avec une belle victoire de l'AS Monaco. Au moins aller arracher un match nul, c'est ce qu'il nous faudrait à minima. Voilà, merci à tous, salut.